partenaire qui n'est pas là et qui est Occitanie Livre et Lecture. Et en fait, on a un partenariat de longue date avec cette agence régionale qui est cofinancée par l'État et la région, hein, et qui a en charge, en fait, à la fois d'accompagner toute la chaîne du livre, hein, depuis les créateurs jusqu'aux éditeurs, mais aussi tout ce qui est patrimoine écrit, donc qui rassemble des groupes de travail qui mêlent des archivistes, des bibliothécaires, des gens des musées, etc. Donc, on travaille avec eux notamment sur un programme qui est la numérisation de la presse ancienne. Donc on numérise tous les titres qui sont antérieurs à peu près aux années 1950 et que nous conservons. Et ça, on le fait en partenariat avec Occitanie Livre et Lecture qui pilote le projet, mais aussi avec la Bibliothèque nationale de France, puisque la presse est ensuite mise en ligne sur Gallica. Et de ce chantier qui nous occupe depuis des années, on s'était dit, il faudrait quand même qu'on valorise toutes ces ressources numériques. Il y a énormément de titres. Occitanie est la première région représentée sur Gallica en termes de presse ancienne. Donc comment on pourrait valoriser le patrimoine écrit, le présenter d'une autre manière et surtout le présenter de façon numérique et pas venir consulter uniquement du papier. Et donc l'idée a jailli dans notre groupe de travail de présenter différemment le patrimoine écrit, sur un nouveau site qui a été créé récemment et de faire à la fois des petits posts Instagram, donc des schémas très courts à partir du patrimoine avec des petites histoires en 10 images, et par ailleurs d'avoir un format beaucoup plus complet ou plus développé en faisant intervenir un auteur ou un illustrateur qui va prendre en charge l'histoire et qui va la raconter à sa façon. Donc on est parti pour la première année sur la thématique des affaires criminelles. Et évidemment, pour l'Ariège, il y a une affaire, c'est l'affaire du siècle, c'est l'affaire de la Bastide de Besplat, donc le quadruple assassinat au château de Bayard en 1864, qui a été la matière du travail que Astrid a pris en charge et organisé. Donc je vous fais passer justement les petites cartes postales qui avaient été réalisées par Occitanie Livre et Lecture, puisque le site s'appelle Époque, pour Enquête patrimoniale d'Occitanie. On a gardé cette thématique de l'affaire criminelle pour la présentation du site. C'est une illustratrice qui a fait Et donc vous pouvez à la fois vous pourrez consulter ce podcast à partir d'Époque, à partir de notre site, à partir du SoundCloud de l'œil du souffleur. Donc il est actuellement en ligne, donc vous pouvez déjà y avoir accès. Et c'est vrai que on doit être 7 ou 8 services sur une affaire criminelle de toute l'Occitanie. Chacun a fait quelque chose d'assez différent. Nous, on a un podcast, un vrai podcast, avec une ambiance, de la musique, des voix. D'autres ont fait un webtoon, il y aura un Cluedo, il y aura un escape game. Donc chacun va prendre sur la même affaire. Pas la même affaire, chacun prend une affaire. Donc on a des crimes absolument monstrueux à peu près partout dans la région. Vraiment des choses déprimantes. Avec un siècle de recul, on le prend de toute façon légère, mais il y a des choses qui sont vraiment, si c'était aujourd'hui, tout le monde serait assez effondré. Donc voilà, des grandes affaires criminelles. Avec souvent un petit point commun, c'est que un siècle après, on n'est jamais sûr qu'on a vraiment pris le bon coupable. Et c'est ce qui caractérise cette affaire. Hein. C'est qu'on n'est pas sûr que ce soit les deux personnes, donc Jacques Latour et François Audoui, qui sont arrêtés, l'un exécuté, l'autre envoyé aux travaux forcés. On n'est pas du tout sûr que ce soit les coupables, parce que, bon, évidemment, on est en 1864, on n'a pas de police scientifique à l'époque. Oui, on n'a pas les ADN, on n'a pas tout ça. Rien. La scène de crime a été piétinée par tout le village. Parce qu'ils sont arrivés en laissant dans la pièce. Les témoignages sont un peu, beaucoup se contredisent, ils savent pas exactement le jour, ils savent Et surtout, ce qui caractérise cette affaire, c'est pour ça qu'elle a vraiment eu un impact, c'est que tout le monde a eu très très peur. C'est-à-dire quand on a appris un quadruple assassinat à la campagne, dans des endroits où on ferme rarement les portes en plus, hein, une tradition, là tout le monde a eu très peur, donc en fait tout le monde a été très très soulagé qu'on arrête quelqu'un. Et donc, de toute façon, quasiment le lendemain de l'affaire, on a désigné Baptiste Pujol, qui c'était le surnom de Jacques Latour, comme coupable parce qu'il s'était renseigné, il avait erré quelques semaines avant autour de la Bastide de Besplat. Donc il fallait très très vite un coupable. Et du coup, on ne sait pas si les témoignages, même si les gens sont sincères, si vraiment leur mémoire n'a pas un peu reconfiguré les dates, les jours, les lieux, pour que ça colle et qu'effectivement on dise que Jacques Latour était sur les lieux du crime le 25-26 février.
D'autant plus que la justice a toujours été persuadée qu'il y avait d'autres personnes qui étaient coupables. Donc 3 ans après, il y a eu un nouveau procès. On a trouvé un autre complice qui lui a eu de la chance. Là, les témoignages n'étaient pas suffisamment concordants pour le rendre coupable, donc il a été relaxé. Mais on a toujours pensé qu'ils étaient plus que deux, qu'il y avait autant d'assassins que de victimes quasiment. Bon, en même temps, c'était déjà trop tard, parce que si j'ai vu, là, c'était une justice qui traînait pas à cette Oui, époque-là. c'était rapide, hein. C'est ce qu'on appelle un circuit court. Oui, Voilà, c'est ça. Ouais, ça a été extrêmement rapide. Oui. Et d'autant que la Tour a refusé de faire appel. Donc ça a été encore plus rapide. Bah oui. Voilà. Et on ne sait pas. Voilà, on sait pas. Et l'intérêt aussi du procès, c'est que c'est un personnage, ce Latour. Il a un profil. Alors, il dit qu'il n'a pas été à l'école, mais il sait très bien écrire, il sait très bien parler, il a de la répartie, il est intelligent, il est futé, c'est un affabulateur de première, il raconte des histoires en permanence, il fait le show en fait au moment du procès, et il se perd en faisant ça parce qu'effectivement il fait encore plus peur que s'il avait été un peu plus discret dans son attitude. Donc c'est aussi un procès qui est un peu comme le procès Fualdès, d'ailleurs, il y a beaucoup le procès Fualdès avait été ça. C'est en fait, on a condamné des innocents, mais parce que un des témoins, une femme, a fait le show. Elle a menti, mais elle a été le centre du spectacle pendant quelque temps, et elle a menti. Elle a avoué sur son lit de mort qu'elle avait menti, et on a envoyé 4 innocents quand même à la guillotine. Donc voilà. Mais donc il y a des petits points communs dans ces grandes affaires. Et on parle de ce tableau d'ailleurs dans